Entrez! Votre Majesté daignera-t-elle recevoir Monsieur Juve, inspecteur de la Sûreté? Ah. Faites entrer, Monsieur Juve. Monsieur Juve, inspecteur de la Sûreté. Fandor? Mais que fait-il? Je veillerai à ce que votre Majesté ne soit pas dérangée. Et l'autre qui lui donne de la majesté long comme le bras. Et qu'est-ce encore que cet Olybrius déguisé comme pour le carnaval? Ah, Juve, si vous pouviez vous voir, vous faites une tête. Mais que signifie? Monsieur Juve, inspecteur de la Sûreté, Monsieur Wulf. Ah, ça, quel est donc votre nom complet? Wulfenmimenglas. Ouais, c'est cela même, monsieur. Ça, oui. Est chef de la brigade des recherches du royaume de Hesse-Weimar. Ça ira. De mon royaume, monsieur. Et c'est un policier de premier ordre, je vous le jure. Monsieur l'inspecteur de la Sûreté, plus fort que tout le monde, il a retrouvé le roi de Hesse-Weimar. Ça ira. Ici même, dans cet appartement, il m'a retrouvé, moi, qu'il n'avait jamais vu. Et il m'a reconnu. Sire, c'est les plus beaux jours de ma vie. Oui. J'étais dévoué à la cause de votre majesté comme les vrais sujets de Hesse-Weimar. Mais dès ma plus tendre enfance, j'ai voué une différente affection à la dynastie. Mais désormais, sire, entre votre majesté et moi, c'est à la vie, à la mort. Vous pouvez aller, Wulf, et profitez bien de cette nuit parisienne. Ah, les petites femmes. Ah, sire, majesté, majesté. Fandor! Juve. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? M'expliqueras-tu? Cela signifie simplement, Juve, que je suis roi de Hesse-Weimar, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, ainsi d'ailleurs que vient de vous le confirmer. Trêve de plaisanterie, que s'est-il passé? Où est le roi, Fandor? Mais je vous l'ai dit, Juve, je n'en sais rien. Après tout, on s'en moque. Mais tu es fou, Fandor, de parler ainsi. Ce qui se passe est très grave, excessivement grave. Vraiment? Et pourquoi? Mais parle tout simplement parce qu'une inculpation d'assassinat pèse sur Frédéric Christian. Oh, peu de gens sont au courant. Une rumeur insolite se rapprochait, s'enflait. C'était comme des grondements mêlés de cris. C'était des menaces. Qu'est-ce que c'est? Allons vite voir à la fenêtre. C'est Pierre. Mais c'est après nous qu'ils en ont. Éteins! L'avenue était noire de monde, des cris, des chants retentissaient, et dans le brouhaha des clameurs, on pouvait distinguer nettement ces mots surmontant la rumeur uniforme. Cela t'étonne, petit. Car depuis 48 heures, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais moi qui n'ai pas perdu contact avec les gens depuis 48 heures, je ne suis pas autrement surpris. Ça tourne très mal, cette affaire-là. Dirigeant un groupe plus particulièrement audacieux et qui s'efforçait de pénétrer dans le Royal Palace, un étrange individu, un grand vieillard à longue barbe, vêtu d'une robe blanche. Ce personnage gesticulait, ameutait son entourage, paraissait diriger la manifestation. C'est un des très acharnés. Voilà 2 ou 3 fois déjà que je le trouve à la tête des manifestants qui entretiennent le scandale autour de cette stupide affaire. Mais je le connais. C'est Wawawa, l'homme primitif. Je ne te dis pas le contraire. Mais les hommes primitifs sont de doux rêveurs. C'est en effet leur réputation. Ils passent leur temps à débiter du salmigondi philosophique, métaphysique et abscon à la terrasse des cafés. Oui. Ou alors assis sur le trottoir, ils passent des heures à fixer une feuille d'arbre. Oui. Et ils rejettent toute forme de violence. Oui. Alors, Celui-ci est peut-être différent des autres hommes primitifs. Les brigades centrales. Les robustes gaillards de la préfecture se lançaient courageusement dans la mêlée. Ils ne devraient pas avoir trop de mal. Au bout d'un quart d'heure, la circulation était rétablie dans l'avenue des Champs-Élysées. La belle promenade avait recouvré son calme, son cachet d'élégance. ma foi, pour tout vous dire, Juve, je vous avoue que vous commencez à m'inquiéter. Et puis je n'aime pas beaucoup ces manifestations. Mais enfin, je n'y puis rien, hein. D'ailleurs, ce n'est pas contre moi qu'on manifeste, c'est contre Frédéric Christian. Lui et moi, nous faisons 2. Imbécile. Pardon? Comprends donc ce qui se passe. De 2 choses l'une. Ou tu es le roi, et dès lors dans l'esprit du public, l'assassin de Suzy Dorcel, ou tu n'es pas le roi,
Et alors tu passes pour pie, c'est-à-dire pour un imposteur. Ce qui ne t'empêchera point, bien au contraire, d'être considéré comme étant l'assassin de Suzy Dorcel. Ah non, merci. Quand on pense que c'est moi qui l'ai ramassé. Mais qui le sait? Qui le dira? Mais pauvre malheureux, songe donc que le roi lui-même, si par hasard il est le coupable, même s'il ne l'est pas, sera trop heureux de rejeter sur toi la responsabilité du drame, ce qu'il dégagerait complètement. La situation, mon pauvre Fandor, est épouvantable. Suppose que bientôt, quelqu'un s'aperçoive que tu n'es pas le roi, que l'on dénonce ton imposture. Te voilà non seulement soupçonné de l'assassinat mystérieux de Suzy Dorcel, mais encore et en outre, te voilà tout naturellement accusé d'avoir fait disparaître le roi. Il y eut un silence. Les deux hommes se considéraient machinalement, troublés, anxieux. Soudain, Fandor, pris d'une inspiration subite, courut au cabinet de toilette, en revint avec sa canne et son chapeau. Que fais-tu? Moi? Mais je fous le camp. Et par où? L'appartement du roi est entouré de policiers. Et tandis qu'ils se considéraient sans mot dire, à tous deux venait la même pensée, la même crainte. Fantomas. Oui, Fantomas. Ne fallait-il pas voir dans ce crime étrange, dans cette mystérieuse disparition du roi, une nouvelle, énigmatique et redoutable manifestation du formidable bandit? Fantomas. Eh bien, quoi de neuf? Le résultat de cette enquête, Juve? Mon Dieu, monsieur le directeur, il n'y a pas encore grand-chose. Des indices, des probabilités. Enfin, il me faut bien 8 jours. Dites tout de suite que vous ne savez rien. Eh bien, voilà ce que je sais, moi. Et vous allez voir, Juve, que je suis beaucoup plus avancé que vous. Monsieur Annillon ne résistait pas au plaisir de faire mariner quelque peu le plus fin limier de France. Eh bien, ce roi, ça n'est pas le roi. mais c'est impossible. Oh, c'est si peu impossible que nous avons maintenant la certitude que l'individu qui se donne au Royal Palace pour Frédéric Christian II est tout bonnement un imposteur. Vous m'entendez, Juve? Un imposteur. Ce n'est pas plus Frédéric Christian II que je ne suis président de la République française. Mais d'abord, il faut que je vous explique comment nous avons été amenés à soupçonner la chose. Figurez-vous que ce matin, après votre départ, nous avons reçu un télégramme de Hesse Weimar demandant pourquoi Frédéric Christian ne répondait pas aux dépêches qu'on lui expédiait de son royaume. Donc, il est établi que le roi n'est pas le roi. C'est déjà intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, il y a mieux. Il y a maintenant que nous avons la presse sur le dos, que tous les journaux ce soir publient des informations relatives à la culpabilité du roi, de celui qu'ils prennent pour le roi. On crie carrément à l'assassin. On hurle que c'est Frédéric Christian qui a tué Suzy Dorcel. Je le sais bien, pardi. Le bruit a pris naissance dans le quartier à la suite des commérages de la concierge et il est maintenant répété partout. Bref, je passe sur les détails. Figurez-vous, Juve, qu'il y a eu à 7 heures du soir devant le Royal Palace une véritable manifestation. Le public, très monté, a entouré l'hôtel en criant sur l'air des lampions « Assassin! Assassin !» Étant donné la pression de l'opinion publique, nous ne pouvons plus hésiter. Tarder ne nous avancerait à rien et donnerait beau jeu demain à la Chambre aux députés de l'opposition. Donc, mon cher Juve, vous allez immédiatement prendre avec vous 2 collègues, vous rendre au Royal Palace et m'arrêter sans autre forme de procès le gaillard qui n'a pas craint de se faire passer pour roi et qui, de plus, a été assez bête pour assassiner Suzy Dorcel. Arrêtez Fandor. L'arrêter dans ces conditions-là, sous cette inculpation-là, non, à aucun prix. Tout ça, c'est très joli. C'est du roman, du pur roman. Et je pense, monsieur Agnon, que vous allez être de mon avis. Vous appelez ça du roman, Juve? Peut-on savoir pourquoi? Je reprends votre raisonnement par la fin. Vous voulez arrêter le faux roi parce que l'opinion publique s'émeut et l'accuse d'assassinat. Si c'est le roi véritable, l'arrêterez-vous sans plus de preuves? Non, évidemment. Mais comme c'est un imposteur, je ne me gêne pas. Très bien, je ne vous le fais pas dire. Eh bien, monsieur Agnon, pourquoi est-ce un imposteur? Croyez-vous, monsieur Agnon, que personne ne connaît le roi, ne l'a reconnu? Vous croyez que nul ne contredit cet ensemble de dépositions sans valeur? C'est-à-dire que j'en suis sûr. Ce roi n'est connu à Paris que de 2 personnes. L'ambassadeur,
Or, l'ambassadeur de Weimar, M. de Narbovec, vient d'être changé, il n'a pas été remplacé. Vous avez de bonnes raisons de le savoir, Juve. Et enfin, un de ses amis personnels, le marquis de Sérac, qui précisément est absent de Paris. Donc, Mais Juve souriait. Vous oubliez quelqu'un, monsieur Agnon. Quelqu'un qui connaît le roi mieux que n'importe qui. Quelqu'un que je vais joindre et vous amener, qui vous certifiera que Frédéric Christian est bien Frédéric Christian. qui donc? Le chef de la brigade des recherches de S. Weimar, policier attaché à la personne du roi, un de mes collègues. Il est venu rejoindre le roi à Paris et descendu comme lui au Royal Palace. Il le voit tous les jours. Et par conséquent ne peut se tromper sur sa personnalité. Son nom? Oh, un nom un peu compliqué. Il s'appelle Fulfon Mimenglaschk. Écoutez, tout ça, ce sont des affaires trop graves. Je vous donne jusqu'à demain, 11h du matin, pour m'amener ce enfin cet Olibrius. S'il ne peut pas affirmer que le roi est bien le roi, vous irez alors immédiatement arrêter cet individu au Royal Palace. Et, de la sorte, il n'y aura pas d'incident de chambre. Si, au contraire, il n'hésite pas, eh bien, ma foi, nous prendrons les ordres du ministère des Affaires étrangères. Où diable vais-je repêcher ce Fulfon, cette espèce de crétin? Bon, si je ne me trompe pas, Fandor l'a expédié au Moulin Rouge. Inspecteur Juve. Il interviewait successivement les contrôleurs qui, tels les trois parcs graves et dignes dans la boîte à sel, attendaient les derniers arrivants, distribuaient les dernières places restant disponibles. Je recherche pour affaire de service un gros petit monsieur, jovial, gai, poseur, crameur même. Il a un accent étranger. Il devait être, en arrivant ici, légèrement éméché. Comme habit, un paletot marron, des pantalons étroits, des souliers à guêtres blanches, une figure de vieux marcheur, enfin... j'oubliais. Sur le paletot, toute une brochette de décoration. Énorme, criarde, lui donnant l'aspect d'un conscrit au départ de la classe. Vous n'avez pas vu le personnage? Dame, monsieur, il entre tendrement. Mais enfin, oui, pourtant... Tenez, voyez donc les ouvreuses. Il me semble que j'ai vu quelqu'un ressemblant à ceci également. Côté impair. Passez, monsieur. Merci. Et il avait beaucoup de décorations. Oh oui, madame. Oui, une rouge, une verte, une jaune. Presque un drapeau. Vous n'avez pas aperçu? Ah bien, monsieur, vous n'avez pas de veine. Je l'ai vu, votre bonhomme. Même que c'est moi qui ai pris son vestiaire et qu'il avait une maudite décoration qui a accroché une écharpe. Seulement, il est reparti. Zut! Juve n'avait pas retenu son exclamation de colère. Il y a longtemps? Vous ne savez pas pourquoi il est reparti de si bonne heure? Le spectacle devait à peine commencer puisqu'il n'est encore maintenant que 10h30. Dame, vous m'en demandez trop long. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est reparti avec deux petites femmes. Des petites traînées du promenoir, quoi. Et clignant de l'œil, malicieuse telle une femme qui en a vu bien d'autres, la vieille ouvreuse ajoutait: Probable qu'il n'est pas bien loin, allez. Il y a des cabarets et des hôtels dans le quartier. C'est pour ça qu'il manque. Ce fut toute la nuit une chasse à l'homme à la fois grotesque et pénible. Juve entra successivement dans une quinzaine de restaurants, de mastroquets, de cafés, d'hôtels, interrogeant les garçons, interviewant les consommateurs, les caissières, répétant toujours son signalement. Je cherche un gros petit homme, l'air d'un conscrit. Beaucoup de décorations. Jovial. Un nom accouché à la porte et sur lequel certainement vous avez dû entendre des colibets. Rien. Il ne trouvait rien. Juve se trouvait attablé devant un boc chez le marchand de tabac du coin de la rue de Douai et de la rue Victor Massé. Jovial, un nom à coucher dehors. Ah non, rien vu, monsieur. Mais la patronne, derrière le comptoir, avait très intriguée écouté les paroles de Juve. Est-ce qu'il n'avait pas beaucoup de décorations, des rouges, des jaunes, comme des machins de foire? Oui, vous l'avez vu? Oh, La patronne se croisait les bras. oh, si je l'ai vu. Même que j'ai fini par le flanquer dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce coco-là? Il voulait des cigarettes d'une marque inconnue, des Weimariennes, des je sais pas quoi. Il a fini par prendre des levants à 15 sous comme un râleux.
Et puis va-t-il pas, comme il me donnait une pièce fausse, une pièce étrangère, et que je la refusais, qu'il m'a menacé du roi? Mais quel roi? Est-ce qu'on n'est plus en République alors? C'est lui. Il était seul? Oh, il est entré ici avec une espèce de petite blonde que je vois quelquefois dans le quartier. Mais je crois bien qu'il est parti seul. Quand la jeunesse a compris le numéro que c'était et que son argent était toc, elle l'a plaqué. J'ai vu qu'elle tournait à droite et que lui tournait à gauche. Nom d'un chien, de nom d'un chien, de nom d'un chien. Voilà la piste encore rompue. Ah, je crois bien, monsieur, qu'il a dû aller à la gare de Courcelles. Il m'a demandé où c'était. À la gare de Courcelles? Ah, oui. Juve en demeura muet d'étonnement. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez le téléphone, madame? Ah oui, monsieur. Allô? Royal Palace. Le roi de S-Weimar. Pardon? Je voudrais l'appartement du roi de S-Weimar. Mais c'est impossible, monsieur. Le roi dort à cette heure-ci. Mais, Je ne peux pas le déranger. et moi je vous dis que je suis l'inspecteur Juve de la Sûreté nationale et que le roi attend mon coup de téléphone. Ne quittez pas. Allô? Mais ma majesté n'aime pas être réveillée la nuit. J'ai même dit à mes chambellans de ne pas m'apporter les télégrammes. Ainsi, qu'est-ce qu'il y a pour votre service, mon bon Juve? Il y a que je ne peux pas te mettre au courant par le fil, mais que les choses se gâtent, et terriblement. Je vais t'arrêter demain à 11h du matin. Ah bah merci de me prévenir. Au revoir, monsieur. Tais-toi donc, maudit farceur. Je vais t'arrêter demain matin si je n'arrive pas à retrouver Wulf. Mais où allait-il en sortant du Moulin Rouge? Mais ce que je sais, moi, il doit être avec des petites femmes. Il en rêvait. Mais non, il n'a pas d'argent français. Bougre. Alors. Bah alors... Flûte une idée. Attendez donc, Juve. Je sais où il voulait aller, en tout cas, demain matin. Où? Dans le circulaire. Il m'a demandé quel moyen de transport employer pour visiter Paris. Oui, eh bien... Eh ben, mon pauvre Juve, je lui ai conseillé de prendre le circulaire et de rester dedans jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la ligne. Histoire de voir combien de temps il tournerait en rond autour de Paris. Fandor, vous êtes un imbécile. Chauffeur, à la gare de Courcelles. Avenue du Bois de Boulogne. Rien, personne. Il en fut de même à Auteuil, puis à Vaugirard, puis à la Glacière, puis encore à Bel-Air. Nom d'un chien, le nom d'un chien! Ce fut une poursuite fantastique, éreintante, affolante. Ah, 8 heures déjà, et j'ai rendez-vous dans 3 heures avec le directeur de la Sûreté Générale. Ménilmontant. Encore un circulaire, et s'il n'y est pas, il faudra que j'avise à autre chose. À peine Juve avait-il commencé à courir au long des wagons. Le voilà! Il avait aperçu la face épanouie de son éminent collègue. En voiture! Vite! Attention au départ! Juve bondit. Il empoigna par le bras l'extraordinaire personnage. Charles, mais qu'est-ce Il le poussait sur le quai de la station. Mais, qu'est-ce que... Le convoi s'ébranlait. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe donc? Comment se fait-il que je vous vois? Messieurs Juve, je suis tout étonné. Ah, ça, mais où alliez-vous donc? J'ai suivi le conseil de Sa Majesté. Je visité Paris. C'est merveilleux. C'est une ville immense. J'ai déjà compté 127 gares depuis ce matin, 5 heures, que je suis dans ce train. Et nous avons bien traversé d'Aix-Rivière. L'imbécile. De fait, le malheureux Wulf avait bien donné la mesure de ses capacités Monsieur intellectuelles. Juve, comment se fait-il que je vous ai rencontré? Et pourquoi m'avez-vous fait descendre du train? Je voulais aller jusqu'au bout de la ligne. Oui, bien, mais ne perdons pas de temps, je vous expliquerai tout cela dans le taximètre. Où allons-nous? Nous allons sauver le roi. Sauver le roi? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a arrivé? Je ne puis, monsieur Wulf, tout vous expliquer, mais Sa Majesté le Roi, votre maître, est en ce moment en but à de terribles et puissants ennemis. Je suis venu vous rechercher ici, dans cette gare, pour vous offrir l'occasion de prouver votre dévouement à sa royale personne. Je suis prêt à mourir. Tout pour mon roi. Qu'il faut-il faire?
Juve avait grand-peine à ne point éclater de rire. Oh, non, il ne s'agit pas encore de mourir. Je vous mène devant un personnage de la justice française et je vous demande simplement ceci. Dans l'intérêt de votre maître de Sa Majesté, Frédéric Christian, de venir certifier à ce personnage que vous connaissez très bien Frédéric Christian, que c'est bien lui qui se trouve au Royal Palace et que vous vous opposez formellement à ce qu'on prenne aucune disposition relative à sa personne. Affirmez que c'est bien le roi, mais cette disposition prise contre sa personne. Mais machine ne comprend rien de toi, ce qu'elle vous raconte à moi, vous. Oui, je le pense bien, mais ça n'a aucune importance, au contraire. Monsieur Agnon, le directeur du service de la Sûreté Générale au ministère de l'Intérieur, était atterré. Eh bien, mon pauvre Juve, je suis encore tout saisi. Nom d'un chien, mais sans vous, quelle gaffe j'allais commettre en arrêtant hier le roi, puisque c'est le roi. Oh, bougre de bougre, vous avez eu une riche idée en m'amenant ce policier. Certes, il n'a pas l'air très intelligent. oh, monsieur le directeur, il est étranger et nombre de nuances de notre belle langue française lui échappent. Certes, je n'en disconviens pas. Seulement, comment agir pour calmer l'opinion publique qui crie toujours à l'assassin? Juve, vous venez de m'empêcher de tomber dans un piège abominable. Je m'en rapporte maintenant à vous pour avoir la victoire pleine et complète. Avez-vous une idée? Juve réfléchissait. Fandor est sauvé. C'était un premier résultat, mais ce résultat était insignifiant auprès du but poursuivi. Monsieur Agnon, pour moi, il n'y a pas deux façons d'agir. Il y a dans toute cette affaire, dans l'assassinat de Suzy Dorcel, dans l'accusation d'imposture, des points mystérieux que nous n'arriverons jamais à établir ici, à Paris. Que diable voulez-vous dire, Juve? Je veux dire, monsieur Agnon, que tout cela doit tenir à des intrigues de palais que nous ne connaissons pas et qu'il faudrait connaître. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais partir ce soir en Hesse-Weimar, à la capitale du royaume, à Glöcksburg. Là, j'enquêterai discrètement. Allez, oui, peut-être. Vous avez raison. Seulement, il vous faudrait des recommandations, des lettres d'introduction, et comme vous n'allez pas agir officiellement... Mais Juve, déjà, avait bâti tout un plan d'action dans son esprit. Ne vous inquiétez pas de cela, monsieur le directeur. J'aurai toutes les lettres que je voudrais par mon collègue. Votre collègue? Mais oui, ce Wulfen-Mimenglasch. Vrai. Toutes ces affaires-là ressemblent au nom de ce policier. On n'y comprend rien. Mais entrez donc, monsieur Wulfen-Mimenglasch, entrez donc, et donnez-vous la peine de vous asseoir. Le marquis de Sérac, très aimable, guidait le policier vers son cabinet de travail, l'introduisait, avançait un siège, la mit l'accueillante. Monsieur le marquis... C'était un grand vieillard, resté mince et souple malgré la soixantaine d'années qu'accusait la fatigue de son visage, sa chevelure blanche et même le timbre de sa voix. Croyez bien que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir avec une personne arrivant de Hesse-Weimar. J'ai quitté si jeune la cour, appelée par mes affaires à Paris, qu'à vrai dire, je serais presque, je crois, étranger à Glöcksburg. Et pourtant, je n'ai point oublié que j'y avais d'excellents amis. Mais laissons cela, monsieur Wolf. Donc, en quoi puis-je vous être utile? Monsieur le marquis de Sérac, c'est une bien longue histoire. Et Wulf se lançait dans un récit extraordinairement compliqué, coupé de multiples incidents relatifs à la confusion extrême où il se trouvait et qui tendait à prouver que... Au moment où je suis parti de Glöcksburg pour Paris, envoyé en mission spéciale auprès de Sa Majesté, j'étais fort ému à la pensée de connaître enfin le roi. Comme je n'avais jamais vu le roi avant, je me suis rappelé alors que vous-même, monsieur le marquis de Sérac, étiez intime avec le souverain et que jadis, votre père a fort bien connu mon propre père. Oui. Aussi ai-je osé vous écrire pour vous demander quelques mots de recommandation, quelques phrases bienveillantes glissées à l'oreille du roi. Certes. Mais, monsieur le marquis, c'est là presque une chose inutile. J'ai offensé, sans le vouloir, en vous écrivant ainsi, notre gracieux souverain. C'est maintenant mon meilleur ami. Sa Majesté m'a reçu d'une façon charmante et si simplement, sans aucune morgue, comme un vieux camarade. Il m'a tout de suite dit... Comme Wulf recommençait ses gestes de tomate et ses courtoises salutations à façon télégraphique, le marquis de Sérac l'arrêtait subitement. Malheureusement,
Sa Majesté est en ce moment exposée à de bien terribles dangers. Que voulez-vous dire? Oh, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler des tragiques accidents survenus depuis l'arrivée à Paris de votre souverain. Vous savez, monsieur Wolfe, qu'ils ont eu lieu dans cette maison, ici même. D'ailleurs, puisque par une curieuse coïncidence, mademoiselle Suzy d'Orcel, maîtresse de Sa Majesté, habitait un appartement voisin du mien. je sais, oui. Eh bien, vous n'ignorez certainement pas alors qu'il se trouve des ennemis du roi qui osent affirmer qu'il a tué mademoiselle Suzy d'Orcel. Oh, monsieur le marquis, ces gens-là sont abominables. Il faudrait pour la peine les étriper, leur ouvrir le ventre, les couper en morceaux, les cacher tout vivants, les ébouillanter. Monsieur le marquis, ce sont des monstres. Dire de telles choses Hélas, monsieur Wolfe, nous ne sommes pas encore au moment où il nous sera permis de venger Sa Majesté de ces misérables. Vous ne savez encore pas, monsieur Wolfe, quel est le véritable coupable. Hélas, non, je ne m'en doute même point. Le jour où le hasard me livrera celui-là, je saurai faire mon devoir. Je n'en doute pas, monsieur Wolfe. D'ailleurs, Sa Majesté, vous ne l'ignorez pas, courra les plus grands périls. Que voulez-vous dire, monsieur le marquis? Je veux dire, monsieur Wolfe von Memmenglasch, que votre souverain va être en butte, si je ne me trompe pas, à de puissants ennemis. Parbleu, vous n'ignorez pas que la République française est hostile à toute royauté. Ah, mais j'ai choqué l'autre jour mon verre avec le roi en l'honneur de la République française. C'est parce que le roi est trop bon. Je vous assure que le roi court de grands dangers. Il vous appartient donc de devenir le défenseur de Frédéric Christian. Vous êtes brave, vous êtes intelligent, vous avez l'esprit net de la décision prompte. Il faut que vous trouviez le coupable, l'assassin de Suzy d'Orcel. Il faut que vous empêchiez qu'on puisse soupçonner Sa Majesté. Certes, je donnerais 1000 fois ma vie de suite pour découvrir le meurtrier. Mais comment faire, monsieur le marquis? Comment faire pour savoir qui c'est, puisqu'on ne le sait pas qui c'est? C'est très difficile. Un vieux policier comme moi, monsieur le marquis, trouve la tâche presque impossible. Je m'engage à vous aider, Wolfe. Merci, monsieur le marquis, mais je crois bien que nous n'arriverons à rien. Il y a ici un policier français du nom de Jouve, qui cherche aussi le coupable, et il ne le trouve pas plus que moi. Par conséquent, Mais le marquis de Sérac avait un léger tressaillement. Juve n'a rien trouvé? Il ne soupçonne rien? Non, rien du tout encore. Il me l'aura dit, je le connais. Curieux. Eh bien, monsieur Wolfe, je crois que nous nous trouverons quelque chose. Vous êtes prêt à tout, n'est-ce pas? Sur mon honneur, sur ma vie, sur tout ce que... Eh bien, alors je vous promets que d'ici 8 jours, 10 jours peut-être, nous aurons du nouveau. Attendez, je vous demande pardon, excusez-moi quelques secondes. J'entends que l'on fait mon ménage et comme je suis rarement à Paris, je charge de ce soin la concierge de l'immeuble. Enfin, ma concierge, puisque la maison m'appartient. Je vais lui donner quelques ordres. Je reviens auprès de vous. Faites-en, monsieur le marquis. Le marquis de Sérac, traversant alors la pièce, ouvrait la porte. Wulf l'entendit qui demandait: C'est vous, madame Serron? Une voix de femme, la voix de la concierge, répondait: Oui, monsieur le marquis, c'est moi. Qu'y a-t-il pour votre service? Je voulais vous prier, madame Serron, de défaire ma malle dans ma chambre et de prendre bien garde en partant tout à l'heure de bien fermer les portes. Je vais sortir et je serai fort fâché qu'on puisse introduire chez moi, comme il a dû se produire l'autre jour, le jour de l'assassinat, puisqu'on a retrouvé dans mon linge une chemise ayant appartenu à la meurtrière. Monsieur le marquis peut être tranquille. Merci. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Monsieur le marquis, je pars maintenant, mais si j'ai jamais l'occasion d'arrêter l'assassin, je l'arrêterai. Tout pour le roi, telle est ma devise. Oui, vous avez raison, monsieur. Au revoir, monsieur. Tout pour le roi. Tout pour le roi. Et il refermait lentement la porte d'entrée de son appartement. Mais à peine cette porte s'était-elle close que la physionomie jusqu'alors souriante du marquis de Sérac se contractait soudain, changeant étonnamment d'expression. Il faut que je corse mon alibi. En 2 bonds, le personnage traversait le salon. À pleine main, il saisissait ses favoris sur lesquels il donnait une violente secousse, ce qui les arrachait de ses joues. Les cheveux. Ses cheveux étaient eux aussi postiches. En 3 gestes, il avait remplacé sa chevelure blanche par une autre perruque grisonnante. Une perruque étrange. Une perruque de femme. Vite. Extraordinairement rapide,
Doué de l'agilité d'un frégoli, le marquis de Sérac saisissait dans un placard une camisole de femme rembourrée à l'intérieur. Il enfilait une vieille robe, passait des savates, se jetait un bonnet sur la tête, un fichu sur l'épaule, 40 secondes après le départ de Wulfhelminenglasch. En 4 traits de crayon gras, le marquis de Sérac, par exemple. La voix maintenant. Monsieur le marquis ferait bien de se dépêcher. Par exemple, monsieur le marquis de Sérac était devenu... Parfait. Madame Serron, la concierge de l'immeuble. Après un rapide coup d'œil à la glace, le faux gentilhomme bondissait à nouveau à travers son salon. Il se dirigeait vers le vestibule de son appartement, ouvrait une grande armoire bretonne, entrait à l'intérieur, rabattait le bâton sur lui et saisissait à plein bras une sorte de mât qui semblait partir du plancher et qui traversait toute la hauteur de l'armoire. Le marquis de Sérac, ou plutôt la mère Serron, ayant ainsi embrassé le mât, se laissa glisser. Ainsi que l'on fait dans les casernes de pompiers pour hâter la descente des sapeurs en cas d'incendie. Et notre énigmatique personnage aboutissait dans un vieux bahut. Dans la loge de la concierge. Vite! Vous demandez quelqu'un? Cette phrase s'adressait à Wulfhelminenglasch qui, au même moment, débouchait du grand escalier de l'immeuble. Oh, madame, je ne demande personne. Je viens de chez monsieur le marquis de Sérac. Ah, parfaitement, c'est très bien, monsieur. Et très digne, il passa sans se douter que derrière lui, madame Serron, l'extraordinaire concierge qui, quelques minutes auparavant, le recevait sous les apparences du marquis de Sérac, grimaçait. Prise d'un rire inextinguible, en songeant à la stupidité du personnage qu'elle venait de duper si merveilleusement. Voilà, madame Serron. J'ai trouvé votre petit mot sous la porte. Qu'y a-t-il pour votre service? Vous avez besoin de moi? Ah, c'est vous, ma fille. Vous êtes tout plein gentille de venir. Oui, je voulais vous prier de me rendre un service. Et lequel donc, madame Serron? Oh, c'est pas une histoire. Je voudrais comme ça vous demander si vous ne pourriez pas grimper avec moi jusque chez la pauvre défunte Suzy Dorsel. Mais pourquoi faire, mon Dieu? Bien, ma petite, c'est comme qui dirait toute une affaire. J'ai pas encore pu vous la causer, mais voilà l'aventure. Figurez-vous, ils ont mis partout là-dedans, enfin je parle des gens de la justice, bien entendu, des petits bouts d'étoffe et des petits machins rouges comme de la cire et qu'ils appellent ça des scellés. Alors si on les cassait, on irait aux travaux forcés. Alors, je suis chargée de veiller à ce qu'on ne les casse pas. Il y a le récurateur de la succession. Le curateur à la succession? C'est ça, oui, le récurateur. Et il dit venir ce soir et je veux monter voir s'il n'y a rien qui cloche. Venez-vous, ma petite? Bon, je vous suis, madame Serron. Voyons. Apparemment, les scellés sont en place, mais faut voir de plus près, méfiance. Et, chaussant ses besicles minutieusement, madame Serron commençait d'inspecter les scellés qu'avait posés la veille le juge commissaire. C'est donc ici que ça s'est passé. Avez-vous bientôt fini, madame Serron? Une petite minute encore, mademoiselle, je vous rejoins. Dans la chambre à coucher de Suzy Dorsel où Marie-Pascale l'avait vue entrer. J'ai bientôt fini. Elle se dirigeait vers la cheminée couverte d'une peluche bleue. Ah, le coffret à bijoux. Le ressort. Des bijoux, bien. Lesquels prendre? Ah, cette bague, oui. Et puis ce bracelet. Ah, ces boucles d'oreilles aussi. Avec ça, j'ai ce qu'il me faut. La clé est dans ma poche, bon. Maintenant, tâchons de compliquer les choses. Reprendre le masque. Mademoiselle Pascale. Madame Serron, oui? Oh, venez-vous-en, ma chère belle. Oh, je suis toute saisie de froid et de peur. Oh, nous allons redescendre, mais il faut que j'aille voir à la cuisine si tout est bien en ordre. La grosse concierge soufflait, comme prise en effet d'un effroi terrible. Regardez donc si la porte est bien fermée.
Marie-Pascale alla à la porte de l'escalier de service, cependant que, feignant d'être toute tremblante, Madame Serron, s'appuyant à un grand coffre, l'ébranlait de son poids, ce qui déterminait un éboulis de charbon et répandait une fine poussière sur le carrelage du sol. C'est fermé, Madame Serron. Eh bien alors, mademoiselle Pascal, allons-nous-en, mon Dieu, que j'ai de hâte que toutes ces manigances-là soient finies. J'offre une maladie. Bon, je vous laisse, Madame Serron. Je remonte dans ma chambre, j'ai du travail. Et allez, ma petite, allez. C'est une heureuse invention que j'ai eue de l'amener dans la cuisine. Parfait le truc du poussier. Avec cela, je tiens Juve aussi sûrement que je puis le souhaiter. La concierge, dans sa loge, se penchait à l'intérieur de l'armoire mystérieuse, en tirait un paquet, puis elle appelait sa femme de ménage. Mme Bernard, je m'en vais vous laisser toute seule aujourd'hui. J'ai comme qui dirait des courses à faire. Le 1er janvier passé, les étraits n'ont pas mal donné, alors je vais me payer une robe de drap vert et un chapeau avec des plumes rouges. C'est bien mon tour d'être un peu élégante. La concierge sortait bientôt, en effet, emportant le paquet qu'elle avait préparé quelques minutes auparavant. Mais au lieu de se rendre dans l'intérieur de Paris ainsi qu'elle l'avait annoncé, Madame Serron se dirigeait vers le bois de Boulogne. Elle gagna des fourrés impénétrables, rejoignait la hutte d'un cantonnier dont elle ouvrait la porte avec une fausse clé. Quelque temps après, les promeneurs du bois pouvaient rencontrer, marchant à petits pas dans les grandes allées, l'air absorbé, énigmatique et rêveur, le bien connu Waouaoua, l'homme nature, l'homme primitif dont tout Paris connaissait la silhouette. Le visage de l'invraisemblable passant ne ressemblait ni à celui du marquis de Sérac, ni à celui de Madame Serron, et pourtant, la science du camouflage poussée jusqu'à ses plus extrêmes limites permet les transformations les plus inouïes. Monsieur le baron a-t-il de gros bagages à faire visiter? C'est ici la douane de Hesse-Weimar. Monsieur le baron a-t-il... Pourquoi, mon ami, m'appelez-vous Monsieur le Baron? Mais monsieur, c'est l'usage. C'est parfait, mon ami. Mais à l'avenir, appelez-moi simplement Marquis. Et d'un trait de craie, le douanier marqua sur la valise un signe cabalistique qui lui permettait de passer impunément la frontière. Landau, vous êtes libre? Ah, rien, Franzose. Ja, Paris. Ja, hôtel des deux hémisphères. Biteux schön. Au bout de quelques minutes de trajet, Juve se retrouvait dans sa chambre. Allô? Réception? Veuillez téléphoner à la direction de la police pour savoir à quelle heure monsieur Eberlauf sera visible. Entrez. Devant l'inspecteur Juve, un personnage long, grand, maigre, à la figure parcheminée, tout vêtu de noir et qui s'inclinait cérémonieusement, attendant pour pénétrer dans la chambre qu'on voulut bien l'y inviter. À qui ai-je l'honneur? Je suis monsieur Eberlauf, directeur de la police de Hesse-Weimar. C'est bien à monsieur Juff que j'ai le plaisir de parler? Pardonnez le désordre de cette chambre, monsieur. Je m'étonne que vous ayez pris la peine de venir. Je m'apprêtais à vous téléphoner. Je suis avisé, monsieur Juff, depuis hier au soir de votre prochaine arrivée par mon subordonné, monsieur Wulfen-Mimenglasch. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci, monsieur. Et une conversation correcte et banale s'engageait entre les deux hommes.
Beau temps, n'est-ce pas? Aber le fond de l'air est frais. Oui. Ma collaboratrice la plus précieuse, indispensable, c'est ma femme. Héloïse Heberlauf, qui connaît mieux que personne tous les potins du royaume. Personnellement, je ne pourrais guère vous être utile. Je souhaiterais obtenir mes entrées à la cour. Et ensuite, le droit d'y séjourner. Rien ne sera plus facile que de vous présenter à la reine. Elle reçoit cet après-midi. Madame Heberlauf fera le nécessaire. Mesdames et messieurs, la reine. Oh, ça alors. L'étonnement de Juve était bien compréhensible. Sa Majesté Edwige, reine de Hesse-Weimar, était une petite personne, toute menue, au visage nerveux, perpétuellement contracté par des tics. Elle trottinait comme une vieille, les épaules serrées, le buste penché en avant et allant d'un air préoccupé à hâtif. C'est à peine si elle répondait par de petits hochements secs de la tête aux marques déférentes de politesse qui lui étaient prodiguées sur son passage. Je me souviens encore de sa photo de fiançailles. Elle était souveraine, quasi majestueuse. Et la voilà sorte de bourgeoise modeste au geste étroit, au mouvement mesquin. Pas impressionnante du tout. Mesdames et messieurs, comtesse de Riedisheim. On m'aurait dit il y a 8 jours dans mon petit appartement de la rue Bonaparte qu'une semaine après je serais à l'audience de la reine de Hesse-Weimar sous une étiquette nobiliaire avec la qualité d'explorateur. Monsieur le comte de Juif. Ah, à quelle distance dois-je m'arrêter? Fichtre, c'est que je suis républicain, moi. Der Comte von Juif ist Franzose. Première révérence. Er ist ein Explorateur. Deuxième révérence. Er war in Afrika und ist jetzt aus Paris angekommen. Troisième révérence. Er will nun einige Zeit hier in Hesse-Weimar bleiben. Majesté. Monsieur le comte de Juif, je suis heureuse de faire votre connaissance. Je vous félicite de vos voyages. Je m'intéresse tout particulièrement aux populations africaines. D'ailleurs, nous avons eu ici, il y a quelques années, un village nègre. Je vous félicite, monsieur, et je vous engage à persévérer dans la voie que vous tracent vos aptitudes. Professeur Müller. On me fait signe de passer derrière le trône. Cela signifie que je suis autorisé à demeurer au palais jusqu'à la fin de la réception. Mais que se passe-t-il? La foule s'ouvrait, laissant passer un personnage évidemment de haute importance étant donné les marques de respect et de déférence dont on l'entourait. Mais chose étrange, on ne décelait aucun mouvement de sympathie, et au premier mouvement de surprise, un silence glacial succéda. Son Altesse, le prince Gudolphin. Or, la réaction de la reine était étrange. Elle, déjà rabougrie, se ratatinait dans son trône, soutenait à peine le regard du prince Gudulphin, nerveuse, agacée, multipliant les grimaces. Les tics qu'il affectait donnaient à ses traits une allure simiesque. 25 ans, élégant, amant de la grande-duchesse Alexandra. Branche cadette, haine farouche avec la dynastie régnante. Mais c'est que l'absence du roi favorise bien ses ambitions et les intrigues de ses partisans. Il va peut-être se passer quelque chose. La grande-duchesse va-t-elle venir? L'ambitieuse, elle qui rêve de remplacer la reine. Le prince Gudulphin et la grande-duchesse Alexandra Lontiros. Quelle audace! Il y a certainement une esclandre. Non pas, la grande-duchesse ne vient pas. Pourquoi? Elle a la migraine. Le prince Gudulphin, observant strictement les règles du protocole, s'inclinait devant la reine, attendant qu'elle l'invitât à s'asseoir à ses côtés, comme c'était son devoir. Et la reine Edwige ne réagit pas. Mais que va faire le prince Gudulphin? Il ne peut pas s'asseoir sans y être invité. Ni s'en aller sans s'être assis. Les deux choses seraient aussi incorrectes l'une que l'autre. Asseyez-vous donc à mes côtés, mon cousin. Je vous informe que j'ai reçu des nouvelles du roi. Sa Majesté est en parfaite santé à Paris. Elle ne tardera pas à revenir.
Puis, s'enfuyant précipitamment comme quelqu'un qui a grande hâte d'en finir, la reine, dont le visage se renfrognait de plus en plus, regagna ses appartements privés, précédée de ses hallebardiers et suivie de ses dames d'honneur. Étrange manière de lever une audience. Sitôt la reine partit, la foule des courtisans, jusqu'alors silencieuse et gourmée, donnait soudain libre cours à son entrain et sa gaieté. Vous avez vu comme la reine est habillée? On croirait la marchande de 4 faisons de la place de Pilford, Elle s'habille vraiment comme une pauvresse. On aurait presque envie de lui donner les vieilles robes. C'est bien la peine d'avoir le diamant rouge. Alors, Dans les joyaux privés de la famille régnante de Hesse-Weimar figure un magnifique diamant rouge, pièce unique au monde et représentant une valeur de plusieurs millions. Mais je croyais ce trésor à l'abri. Et il ne l'est pas? Voilà qu'on soupçonne presque le roi d'avoir subtilisé le diamant pour en faire de l'argent. Diable, l'aventure serait grave. Mais je pense bien. Juve interrogeait un capitaine avec lequel il venait de s'entretenir de la fugue du roi, fugue peut-être onéreuse à la nation. Oui, oui, terriblement onéreuse. Mais... Faisait Juve, affectant l'innocence parfaite. Rien ne doit être plus facile que de savoir si le roi est ou non parti avec ce diamant, car j'imagine que ces joyaux sont confiés à la garde de fonctionnaires éprouvés. Mon cher comte de Souffle, on voit bien que vous arrivez du fin fond de l'Afrique. Faut s'imaginer que l'on peut savoir où se trouve le diamant. Et vérifier ensuite s'il est toujours à sa place. C'est là ce qui vous trompe. Mon cher monsieur, le diamant est dissimulé dans une cachette. Il y a une cachette des appartements préfets du roi. Personne ne la connaît. Peut-être même pas la reine. Aussi, vous comprenez les angoisses du peuple et le parti que peut tirer le prince Godulphin d'une semblable équivoque. Désormais, le mystère s'éclaircissait. Comte de Juif, que je suis heureuse de vous retrouver. Je tenais absolument à vous présenter à notre excellent ami, le doyen de la cour, le burgraphe de Roncastle. Ah, au diable soit le raseur! Il me faut trouver une échappatoire. Je suis l'auteur d'un ouvrage en 25 volumes sur l'histoire du continent noir. Or, je viens d'apprendre que vous revenez d'un voyage d'exploration en Afrique. Sapristi, je ne pouvais pas plus mal tomber. Me voilà maintenant avec un gaillard chenu qui va me poser des cols épouvantables sur un patelin où je n'ai jamais fourré les pieds. Je dois vous avouer que je n'ai jamais quitté Clotsbourg et que pour écrire cette histoire du continent noir... Sauvé! Dès lors, Juve retrouvait son aplomb et donnait par manière de plaisanterie les aperçus les plus singuliers à son insupportable interlocuteur sur la faune africaine. Et là, sur la place du marché, le crocodile exécutait une danse lascive. Arceau! Oui, à laquelle se joignait le chimpanzé. Une heure après, les deux hommes causaient encore, mais cette fois, Juve avait amené la conversation sur les affaires du royaume. Ah, pauvre Hesse-Weimar. Croyez-vous, messieurs le comte, à cette histoire de séjour à Paris? Moi, je n'y crois pas. Tenez, j'habite non loin du palais et de mes fenêtres, je puis voir la grande tour octogonale dans laquelle se trouvent les appartements privés du roi. Or, depuis une huitaine, j'ai bien cru m'apercevoir qu'à maintes reprises, des lueurs étranges illuminaient les appartements que l'on veut nous faire croire vides. J'ai vu, monsieur, des ombres se profiler derrière les galeries vitrées. Et j'ai comme un pressentiment que notre pauvre cher roi Frédéric Christian, loin d'être à Paris, comme on les raconte, est tout simplement dans son palais, séquestré, prisonnier. Étrange hypothèse que voilà. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Il me semble qu'une poule de plomb roule dans mon crâne vide. Ah, j'ai terriblement soif. Le roi Frédéric Christian s'éveillait. Mais ça... Mais où suis-je? C'est encore la nuit complète. Mais pourtant... Voyons. Ah, mais je me souviens. Ah non, c'est abominable! À l'aide! Au secours! Au secours! Je suis le journaliste Jérôme Fandor. Et vous êtes, vous, Frédéric Christian. C'est vous qui avez tué Suzy Dorsel.
C'est vous qui l'avez jeté par la fenêtre. Vous avez tué Suzy Morcel. Non! Non. Non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je suis étendu sur le dos. Et ce plancher, dur, froid, c'est de la terre battue. Alors on m'a donc mis dans un souterrain. Dans une cave. L'idée lui en vint tout d'abord en constatant qu'il respirait un air lourd, rare, méphitique, chaud, et qu'il entendait de lointains grondements semblant venir du plafond. Il sentait d'ailleurs une fraîcheur un peu humide sur les parois de sa cellule. Évidemment, elles ont dû m'endormir à l'aide de narcotiques quelconques. Puis ils m'ont emporté, entraîné, et m'ont conduit ici. Je n'y comprends rien. De toute manière, s'ils m'ont laissé vivre, ils ne voudront pas que je meure de faim ou de soif. Par conséquent, un geôlier va venir m'apporter de la nourriture. Il faudra bien qu'il entre par une porte ou par une trappe. Et ces trépidations paraissent régulières. Dès lors, sa montre étant arrêtée, Frédéric Christian eut comme seul point de repère ses trépidations. Ah mon Dieu! Dans l'obscurité profonde de la cellule, un mince pinceau lumineux, un ray de lumière, un rayon de soleil venait de briller. Une fissure dans l'un des boyaux. Ah, elle est trop haute pour l'atteindre. Ce rayon de lumière mit 3 trépidations à parcourir la cellule. 3 trépidations, puis il disparut. Ah, chaise! Qu'est-ce que c'est que ça? Une pile de bouteilles. Ah, et là un tire-bouchon. Ils ne veulent donc pas ma mort. Toutes les bouteilles contiennent de l'alcool. Rien qu'à l'odeur, il avait reconnu qu'elles contenaient toute la même boisson enivrante. Schnaps! Hélas. Ah! Sa main avait heurté. Une tranche de viande. Il saisit cette viande, la flaira, la porta à ses lèvres. Gouverdom! Avec horreur, il la rejeta loin de lui. Godscolère! Ce que Frédéric Christian venait de trouver, c'était une provision de jambon. Mais de jambon salé. Oh, mais quelle torture! Si je mange, je bois. Et si je bois... Non, je ne mangerai pas de ces jambons. Ah, mais mon estomac... J'ai des crampes. Non, ça, je ne mangerai pas. Non, je ne... Oh, j'ai faim. J'ai froid, j'ai sommeil. J'ai soif. J'ai faim. Ich bin von Gott bis Fuß auf Leberlang gestellt. Denn das ist mein Wert. Ich hab's gar nicht. Hey! Hey! Next. Vous m'entendez ici? Eh? Répondez-moi, sire. Voyons, sire, vous êtes réveillé, je suppose. L'extradrail que je mets à votre disposition doit bien vous laisser quelques moments de lucidité. À qui me parle? Au secours! Au secours! Ah non, non, non! Taisez-vous. Je ne suis pas près de vous. Et c'est inutile d'appeler au secours. Ah, c'est donc vous qui m'avez emprisonné. Bandit! Le ciel descend sur vous en colossale catastrophe. Le déluge vous noie. Gottverdumm! Malotru! Infâme salaud, gongafier, misérable cloporte! Un tel vocabulaire, si. Cataclysme! Petit galabia, taré congénital, furoncle! Et pendant quelques minutes effroyables, dans une colère folle, le roi se répandit en imprécations, You bloody silly fucking son of the bitch! mêlant en effet toutes les langues. Je me vengerai! Je suis au-dessus de toutes les vengeances, sire.
Et vous seriez mieux inspiré en causant tranquillement avec moi. Vous avez tué Suzy Dorsel, ma maîtresse, hein? Oui, je l'ai tué. Vous êtes Fandor. Hein? Vous êtes Jérôme Fandor. Sire, vous dites des stupidités. Mais mon royaume, la reine, ma femme, que se passe-t-il? Est-ce que vous croyez, sire, que je vais vous faire un cours de politique? Votre Majesté n'est pas raisonnable. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous de moi? Pourquoi m'avez-vous conduit ici? Où suis-je? Sire, je vois avec plaisir que nous allons maintenant pouvoir discuter. Vous me demandez ce que je veux? Tout d'abord, je vous rassure. Je ne veux pas votre mort. Elle ne servirait à rien et je ne fais rien qui ne me soit utile. Je veux votre diamant. Mon diamant? Votre diamant, sire. Voyons, ne niez pas. Ce serait inutile, écoutez-moi. Je sais, Frédéric Christian, comme tout le monde le sait d'ailleurs, que la fortune entière de Hesse-Weimar, du royaume de Hesse-Weimar, n'est rien auprès de votre fortune personnelle. Et je sais que votre fortune personnelle est représentée par un diamant extraordinaire, merveilleux, d'une pureté infinie, d'un éclat incomparable, merveilleux, d'une taille exceptionnelle. Ce diamant, je n'ignore pas, sire, est caché dans votre palais. Caché si bien que nul ne saurait prétendre le retrouver. Nul, vous entendez, sire? Et j'ajoute pas même moi. Le secret de la cachette où vous l'enfermez, vous êtes seul à le connaître. Vous l'avez trouvé dans le testament, et l'héritier du trône, seul, le saura au jour de votre mort. Je suis toujours exact, n'est-ce pas? Après vous me torturez. Eh bien, sire, vous allez me dire où est ce diamant. Jamais. Vous allez me révéler le secret de cette cachette, afin que j'aille prendre ce joyau. Jamais. Je suis pas un lâche, moi. Vous ne me ferez pas parler. Vous n'êtes pas un lâche, sire. Mais vous êtes un enfant, je vous le répète. Voyons, réfléchissez. Voici ce que je vous propose. Vous êtes ici mon prisonnier. Vous ne pouvez rien. On ne peut rien pour vous parce que nul, sire, ne saurait découvrir votre prison. Vous allez donc me donner les moyens de voler votre diamant. Jamais, jamais. Si. Et je vous rendrai la liberté. Non. Une fois en possession de cette pierre, vous me tueriez. Vous êtes stupide, sire. Lorsque j'aurai ce diamant, réfléchissez qu'il me sera à peu près impossible d'en tirer profit. Il sera invendable, en effet. Le voleur d'un tel joyau se ferait immédiatement prendre s'il essayait de s'en défaire. Voici donc ma proposition. Vous me donnez les moyens de m'emparer de ce diamant. Je le prends et je vous rends la liberté. Libre, vous allez toucher à votre banque d'État, une somme de 50 millions. Vous pouvez toucher cela directement, personnellement, alors que nul autre à votre place ne pourrait prélever une pareille somme. Ceci, c'est la garantie que je vous offre de votre liberté. En effet, ces 50 millions, une fois touchés par vous, sire, vous me les remettez. Vous me les remettez en échange du diamant que j'aurai alors en ma possession et que vous aurez tout intérêt à me racheter. Dans vos mains, il vaut plus, car vous pouvez le vendre. Et ceci est ma garantie. Je refuse. Allons donc, sire. Je m'en vais alors ajouter un mot. Un seul mot qui vous décidera. Si vous refusez, dans 2 heures, vous serez mort. Vous serez mort parce que je n'aurai plus aucun intérêt à vous garder en vie. Vous serez mort, je vous en donne ma parole. Et ma parole a sa valeur. Car vous devinez qui je suis, je pense. Qui? Je suis Fantomas, sire. Fantomas. Le nom lugubre, le nom d'horreur et de sang, le nom que le monde entier connaissait comme effroyable. Fantomas. Il était aux mains de Fantomas. Vers 10 heures du soir, des équipages nombreux, auxquels se mêlaient quelques automobiles de luxe, s'alignaient en longue file dans les jardins du Palais Royal. Les bijoux des dames, aigrettes de diamants, riches bagues, lourds bracelets chargés de pierreries scintillaient au reflet des lumières,
C'était toute l'aristocratie, le haut monde du fonctionnarisme qui avait sorti toutes ses parures pour figurer à la cour. Se dissimulant derrière des massifs, rampant le long du sol, rasant les murs, un homme s'éloignant de la multitude élégante et joyeuse s'approche de plus en plus, avec 1000 précautions, semble-t-il, du pied de la tour. On dirait que personne ne veut aller vers cette aile du château, abandonnée, presque maudite. C'est Juve. Parbleu, voilà une nuit qui me semble faite à souhait pour exaucer mes désirs. J'aurais été fort embêté par l'un de ces clairs de lune, comme en évoquait le vieux burgrave cet après-midi. Le policier s'approche de la tour octogonale. Il est au pied du monument. Prêt? Prêt. Alors, trêve d'hésitation. Trêve d'hésitation. En route. Le long du paratonnerre qui se prolonge du faîte de l'édifice jusqu'au sol par une robuste tige de fer descendant au haut de la tour octogonale, Juve monte avec lenteur et précaution. Ses pieds se posent successivement sur des embryons de marche constitués par les jointures de pierre de taille. Ouf. Ah, et ben voilà sur le toit. Bon, et maintenant? Pour être moins périlleuse que quelques instants auparavant, la situation n'est guère confortable pour autant. Et avec cette toiture en ardoise toute pointue, c'est à peine si on peut s'y maintenir. Ah, je vais être propre lorsque je sortirai de... Ah. D'après mes plans, je dois être dans les appartements royaux. Voyons, le cabinet de toilette, si mes plans sont exacts, doit être par ici. Ouais, un lavabo de marbre, des flacons, des éponges, des brosses qui répandent alentour une fade odeur de parfumerie. La chambre à coucher. Oui, la chambre à coucher. Au centre, le grand lit de chêne style Renaissance dont les colonnes torses montent jusqu'au plafond. Une vraie couche royale à laquelle on ne peut accéder qu'après avoir gravi 3 marches. Et le lit n'est même pas défait. Paix, Juve, on vient. Cachons-nous. Le faisceau lumineux d'une petite lampe électrique exactement semblable à celle dont se sert Juve éclaire la pièce. Juve, se trouvant à contre-lumière, ne peut voir qui porte cette lampe. Il avance très normalement au milieu de la chambre à coucher. Le faisceau lumineux évolue un instant, s'abaisse, paraît fouiller le plancher, se fixe sur les pieds du grand lit Renaissance, s'arrête sur les marches de la couche royale. Les mains palpent l'une des 4 grosses boules de chêne qui servent de socle à la couche royale. À l'intérieur, un écrin. J'en devine la destination. Le diamant rouge. Le superbe joyau scintillait de 1000 feux. Tonnerre! Cette cagoule, ce long manteau noir, c'est bien lui. Fantomas! Mais que se passe-t-il? La grande duchesse Alexandra s'arrêta de flirter au milieu d'un groupe d'adorateurs. Que se passe-t-il donc? Arrêtez-le, que personne ne sorte! Ça vient de la chambre du roi. Dans la chambre du roi, Quelle horreur! un homme revêtu d'une cape noire. Auprès de lui, l'écrin vide. L'homme avait les paupières atrocement enflées et l'intérieur des yeux tout sanglant. Du poivre!
Il m'a jeté du poivre dans l'œil. Le comte de Juff. Arrêtez-le! En un tour de main, Juve était ficelé. Cet officier, arrêtez-le! Ich, ist Gangsterboy, la pauvre Mensch! Cet homme qui se faisait passer pour le comte de Juff, c'est Fantomas! Fantomas, est-ce possible? Fantomas, arrêtez! La grande duchesse Alexandra s'est évanouie. Pendant ce temps, on emmenait Juve. Dans un effort surhumain, entraînant les 6 officiers qui l'entouraient, Juve s'était rapproché du divan où reposait la grande duchesse Alexandra. J'en étais sûr. Oui. C'était bien elle, la maîtresse adorée, la complice perpétuelle de l'effroyable monstre, la femme qui n'a pas craint de commettre pour sauver son amour et son amant le plus épouvantable forfait. La grande duchesse Alexandra n'est autre que... Lady Belta. Je cherche un bureau de la voirie, le service de la durée probable des travaux de la... L'huissier toise le personnage, puis grave et digne à la façon dont un prêtre prononce une phrase sacerdotale. Vous êtes ici au service des canaux. Ah, ça évidemment, ça n'est pas la même chose. Eh bien, par où dois-je aller? Suivez ce corridor, vous tournerez à droite, puis encore à droite, au fond de la galerie vitrée. Bien. Vous descendrez 2 marches, vous suivrez le 4e couloir, vous entrerez par la porte tambour. La porte. À la 9e porte, vous trouverez un escalier. Oui. Vous le montrez. Vous chercherez l'entrée 42. Bon, merci, merci. Ne m'en dites pas plus long. Quand je serai là, enfin, si j'arrive là, je demanderai mon chemin. 6e couloir gauche, demandez. Escalier 35, demandez. En haut, demandez. À gauche, demandez. À gauche, demandez. À droite, demandez. Montez. Descends. Debout. Assis. Debout. Assis. Debout. Assis. Debout. Demandez. Descendez. Debout. Descendre. Debout. Pardon. Le service de la voirie. Le service de la voirie. Ah, c'est ici. Ah. Et, vous venez pourquoi, monsieur? Pour demander un renseignement. On ne donne pas de renseignements. Ah tiens, c'est cocasse. Et vraiment? Et pourquoi donc? Vous êtes entrepreneur? Non. Vous venez pour une adjudication? Non. Pour déposer une plainte? Non. Pour une pétition? Non. Pour une enquête? Non. Eh bien alors, pourquoi venez-vous? Je viens pour obtenir un renseignement. Je demande le service de la durée probable des travaux... Dites, vous n'êtes pas journaliste, au moins? Oh non. Oh non, je suis afficheur. Oh, alors c'est différent. Oui, porte 43 en face. Mais il n'y a personne. Non. Fallait me dire tout de suite pourquoi vous veniez ici, voyons. Vous comprenez, j'ai pour mission de ne jamais laisser pénétrer les raseurs. Ceux qui se plaignent ou ceux qui demandent des renseignements. Depuis que les journaux font campagne sur les embarras de Paris, comme ils disent, il vient tout le temps des journalistes. Alors j'ai ordre de les flanquer à la porte ou de les envoyer se perdre dans le ministère. Ah ben ça va bien, c'est décidément l'administration du bon accueil. Alors c'est donc là le bureau que je demande. Et il n'y a personne. Oh, un de ces messieurs va bien revenir d'ici quelques minutes. Entrez toujours. Bien. Ça vous évitera de faire antichambre. Or, il était là. Pris au piège derrière d'énormes monceaux de paperasse, de hautes piles de cartons, de fragiles équilibres de plans et de devis, monsieur le fonctionnaire lisait un roman policier. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir, monsieur, un tout petit renseignement. Savoir exactement la durée des travaux effectués place de la Concorde à l'angle du quai et du mur de l'Orangerie. Pourquoi faire? Je suis afficheur. Alors j'aurais peut-être une soumission à proposer à la ville. Ouais, c'est régulier. Et monsieur le fonctionnaire feuillette le registre marqué « État des travaux parisiens », mouillant son doigt pour tourner les pages. Indifférente à la poussière qu'il fait voler, indifférente aux maculatures dont il tache le gros volume. Vous dites à l'angle du mur de l'Orangerie du quai, place de la Concorde? Oui, monsieur, oui. Et de quels travaux parlez-vous?
Ah, dame, je ne sais pas, moi, ce que l'on fait à l'intérieur de la tranchée. Il y a une tranchée? Ah oui, ça y a un trou, et des palissades. Ah, vous croyez qu'il y a des travaux à cet endroit? Comment si je... Mais oui. Il n'y a pas de travaux, là. Vous vous trompez. Comment il n'y a pas de travaux? Non, monsieur. Enfin, je viens de les voir. Vous ne pouvez pas les avoir vus, il n'y en a pas. Tous les commissaires de police dans chaque arrondissement sont obligés, vous entendez, monsieur, obligés administrativement de me signaler ici, à ce bureau, quand on commence des travaux dans leur quartier. Je tiens l'état de ces travaux à jour. Par conséquent, s'il y avait des travaux là où vous dites, ils seraient indiqués sur mon registre. Ils n'y sont pas, donc il n'y en a pas. Voilà. Dehors. Ah. Et si ce Wulfen Minenglaschk, cet idiot, ce crétin, cet abruti, avait l'oreille musicale, et s'il ne se trompait pas, si en un mot, il a bien noté l'autre soir en passant place de la Concorde que les fontaines chantantes faisaient entendre les dernières phrases de l'hymne national de Hesse Weimar. Sa Majesté réveille. Oui, Sa Majesté réveillée. Mon bon Wulf, Sa Majesté avait la flemme. C'est pourquoi vous la trouvez encore au lit. Wulf, nous sortirons aujourd'hui. Ah, quand votre Majesté voudra, Nous oui. sortirons ensemble, Wulf. Puisque nous n'avons plus que quelques jours à demeurer à Paris, il s'agit d'en profiter. On va s'enfourrer jusque-là. Jusque-là. Hein? On va s'enfourrer jusque-là. Mais enfin, sire, pourquoi diable vous êtes-vous mis aujourd'hui une fausse barbe et une moustache postiche? Pour ne pas être reconnu de la foule, mon petit, pour soustraire mon excellent Wulf, Sa Majesté moi-même, aux ovations, pour éviter enfin d'être obligé de donner au garçon qui nous sert un royal pourboire. C'est une mesure d'économie, Wulf. Très malin. Et aussi pour qu'on ne reconnaisse pas Fandor. Mon excellent ami, mon subtil policier, mon roi des limiers, Méphistophélique Wulf. Maintenant que nous avons dîné, je m'en vais vous expliquer une bonne chose. S'il vous plaît, oui, sire. Ce qui manque en ce jour, c'est la joie d'une jolie rencontre, hein, d'une exquise silhouette féminine, d'un baiser, d'une caresse. Wulf, mon bon ami, que diriez-vous de 2 bras blancs noués autour de votre cou? Je sais pas, c'est qui ça dirait. J'ai une course à faire, une bonne amie à voir, l'affaire de 25 minutes. Vous comptez soigneusement les voitures qui passent dans la rue. Sire, toute la voiture. Ah non, seulement celles qui sont attelées à un cheval blanc. Cheval blanc, oui. C'est pour une statistique que je prépare. À tout de suite. 1, 2. Taxi, rue Bonaparte, je vous arrêterai. Juve ne saurait tarder à rentrer. Je m'en vais lui préparer une lettre, une longue lettre, à laquelle je joindrai ce plan. Monsieur Juve, urgent.